Donc aujourd'hui, on va voir ensemble le dernier cours en ce qui concerne ma partie, c'est la physiologie du milieu intérieur. Comme vous savez, le module de physiologie va étudier les mécanismes qui vont permettre à un corps d'être vivant. Donc, ça va lui permettre de s'adapter aux environnements extérieurs, par exemple à la faim, à la soif, au froid, au chaud, et ça grâce au changement du métabolisme par des mécanismes réflexes et changements de comportement, etc. Donc, ces différents processus vont permettre à l'homme de s'adapter à son environnement et ses changements perpétuels. Donc, on sait bien que la cellule, c'est l'unité de base d'un organe du système du corps humain. Donc, il faut savoir qu'il y a une différenciation cellulaire, c'est-à-dire différentes fonctions, mais aussi que les cellules présentent les mêmes caractéristiques fondamentales communes, c'est-à-dire ils vont utiliser les nutriments, ils vont utiliser de l'oxygène pour produire de l'énergie avec des doivent être éliminés par les différents systèmes. Par exemple, pour le système nerveux, l'unité de base est le neurone. Pour le système sanguin, on a donc les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes. Pour le tissu adipeux, on a les adipocytes, que ce soit les adipocytes bruns ou blancs. On a pour le muscle, donc on a différentes catégories de muscles, le muscle strié squelettique, le muscle strié cardiaque, qui est particulier du fait qu'il se contracte d'une façon automatique. Et vous avez le muscle lisse. Les muscles lisses, il faut savoir, on peut les diviser en muscles lisses unitaires et muscles lisses non unitaires. Pour les glandes, donc, ce sont des cellules sécrétrices qui peuvent être soit endocrines, soit exocrines. Pour le squelette, vous avez les ostéoclastes et les ostéoblastes. Les ostéoblastes qui vont produire donc de l'os, les ostéoclastes plutôt le dégrader. Et pour la peau donc, et les muqueuses, vous avez de nombreuses cellules. Par exemple, je vous cite le mélanocyte qui produit de la mélanine. Donc, on va commencer par pour ce cours, on va commencer par l'étude du capital hydrique et sa distribution. Donc, il faut savoir que l'eau représente environ 60% du poids corporel chez l'adulte. Donc, il faut savoir qu'il y a des variations physiologiques selon l'âge. Plus on avance dans l'âge, plus le capital hydrique va diminuer. Donc, il passe de 90% chez le fœtus à 55% chez la vieille. Donc, pour le genre, donc il faut savoir que l'homme, il contient beaucoup plus de l'eau que la femme. Donc ça, c'est en rapport avec le capital musculaire qui est plus important chez l'homme. Donc chez la femme, c'est plutôt la déposité, ce qui diminue son capital hydrique. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs variations physiologiques selon différents paramètres. Donc, par exemple, ici aussi, vous avez chez le nouveau-né, c'est 80% de l'eau. Donc 80%, il est composé de 80%, donc sa masse corporelle est composée de 80% d'eau. Chez l'enfant, donc l'enfant de bas âge, c'est 70%. Chez l'adulte, c'est entre 60 et 65%. Il faut savoir aussi qu'il y a une grande variabilité d'hydratation selon le type cellulaire. Donc, il faut, par exemple, retenir que pour le muscle, c'est 75% d'eau, les poumons, c'est 78%, le cerveau, c'est 80%. Donc, vous voyez que ce sont des organes qui contiennent essentiellement de l'eau. Pour le squelette, c'est 25%. C'est une trame interstitielle qui est solide. Donc, il y a des cristaux, donc ce qui rend la quantité d'eau est inférieure aux autres organes. Vous avez le tissu adipeux, c'est seulement 20%. Pour le cartilage, c'est intermédiaire, c'est 55%, soit environ la moitié. Pour la peau, c'est 72%. Donc, il y a une différenciation, une grande variabilité d'hydratation des tissus selon le site ou selon l'organe. Est-ce que vous arrivez à suivre? Oui. Très bien. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous arrivez à comprendre aussi? Oui. Très bien. Oui. Très bien, super. Donc, on continue. Il faut savoir que l'eau de l'organisme, il va se distribuer en compartiments liquidiens. Donc, on va parler de compartiments liquidiens. On a le liquide extracellulaire. Dans le liquide extracellulaire, il faut retenir que c'est environ un tiers de liquide. Pour le liquide intracellulaire, c'est 2 tiers. D'accord ?
Pourquoi c'est un tiers au niveau extracellulaire et pourquoi c'est 2 tiers au niveau intracellulaire? Tout simplement parce que le nombre de small, le small, c'est-à-dire les molécules chargées, ils sont 2 fois plus importantes, qui attirent l'eau plutôt, c'est 2 fois plus importante au niveau intracellulaire qu'au niveau extracellulaire, ce qui fait que le liquide intracellulaire est 2 fois supérieur au liquide extracellulaire. Exception faite pour le nourrisson. Il faut retenir que le nourrisson ou l'enfant, le nourrisson, le petit bébé, il contient 80% de liquide, 40, plutôt 50% c'est intracellulaire, 50% c'est extracellulaire, parce qu'au fait, ces cellules ne sont pas matures, il n'y a pas beaucoup de protéines à l'intérieur, donc ça fait que le liquide se distribue d'une façon homogène entre l'extérieur et l'intérieur de la cellule. Donc pour le liquide extracellulaire, on en a 2 types. On a le liquide intravasculaire ou le plasma, donc on va retrouver dans le plasma, c'est 1/4 du liquide extracellulaire, ou c'est plutôt 25% du liquide extracellulaire, donc c'est 25% du liquide extracellulaire, 1/4 du liquide extracellulaire, c'est la même chose. Vous avez le liquide interstitiel, c'est 3/4 du liquide extracellulaire, soit environ 75% du liquide extracellulaire. Voilà. Et vous avez par la suite la masse sèche qui est composée de protéines de matrice, les lipides, etc. Et le glucose. Donc, il faut savoir que puisque le nourrisson, il contient 80% d'eau, donc sa masse est à 80%, et que ce nourrisson, il ne demande pas l'eau, surtout en fait, il ne peut pas vous dire que j'ai soif, donc c'est à vous de lui apporter de l'eau. Ce qui fait que ce nourrisson est vulnérable et exposé beaucoup plus à la déshydratation, donc c'est à la perte d'eau, car son organisme est plus hydraté, il contient 80%, et plus de la moitié de son eau est contenue dans le milieu extracellulaire. En fait, c'est la moitié, 50% en intracellulaire, 50% en extracellulaire. Donc, retenez cette remarque. Le nourrisson est exposé à la déshydratation car son organisme est plus hydraté et plus de la moitié de son eau est contenue dans le milieu extracellulaire. Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui. Très Je bien. suis aussi un peu vite. C'est rapide. D'accord, il n'y a pas de souci, je vais ralentir. Donc, je vais essayer de répéter. Donc, le corps humain est composé de 60% de l'eau. Donc, 1/3 de cette eau il est contenu dans le liquide extracellulaire, 2/3 est contenu dans le liquide intracellulaire. Donc, on a 40% de liquide intracellulaire. La masse corporelle est divisée en 3 compartiments, si vous voulez. Donc, 40% de liquide extracellulaire, 20% de liquide plutôt 40% de liquide intracellulaire, 20% du liquide extracellulaire et 40% de masse sèche. Pour le liquide extracellulaire, il est divisé en 2 parties. On a le plasma ou le liquide intravasculaire qui représente 1/4 du liquide extracellulaire. Vous avez le liquide interstitiel qui représente 3/4 du liquide extracellulaire. Pourquoi le liquide intracellulaire est 2 fois plus important que le liquide extracellulaire? Tout simplement parce que le nombre d'osmoles au niveau intracellulaire est 2 fois supérieur qu'au niveau extracellulaire. Voilà. Après, par la suite, il faut savoir que l'eau, il provient de 2 mécanismes. Donc, vous avez ce qui est exogène. Exogène, il est apporté par les boissons et par les aliments. Donc, vous prenez par exemple une soupe, elle contient de l'eau. Vous prenez de la boisson, que ce soit de l'eau, que ce soit du Coca-Cola, par exemple, que ce soit du jus, donc ça contient de l'eau aussi. Donc, environ 1500 millilitres d'eau sont apportés par les boissons et 700 millilitres d'eau qui sont apportés par les aliments. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'eau exogène, qui est apportée par l'alimentation, par le tube digestif, par la bouche. Vous avez aussi, si vous vous souvenez, qu'on a dit que l'organisme humain, il fonctionne selon un mécanisme oxydatif. Donc, il va dégrader de glucose en présence de l'oxygène. Ça va donner de l'énergie sous forme d'ATP. Ça va donner des déchets, le CO2, et ça va donner aussi de l'eau. Donc, ce qu'on appelle l'eau endogène, qui est produite par les tissus grâce aux oxydations, au métabolisme oxydatif. Donc, cette eau représente environ 300 millilitres. Donc, si on veut calculer,
Donc, les apports exogènes, ce sont les boissons, les aliments. Et vous avez la production, c'est ça, apport plus production. Donc, ça va vous donner 1500 plus 700 plus 300, c'est 2 litres et demi. Donc, si vous calculez, vous allez retrouver 2 litres et demi. Donc, l'eau, par la suite, elle sera éliminée selon 4 mécanismes. Retenez ça, il va être éliminé selon 4 mécanismes. Donc, vous avez ce qu'on va perdre par la peau, c'est la transpiration, d'accord, et elle est permise grâce à la régulation thermique. Par exemple, s'il fait trop chaud, donc il y aura une transpiration intense et l'élimination de beaucoup d'eau. Si on est dans une période de froid, donc c'est plutôt une petite quantité de l'eau qui sera éliminée par cette voie. Donc, on dit qu'environ 500 millilitres sont éliminés par la peau au cours d'une journée. Le rein, ça va permettre aussi l'élimination de l'eau. Donc, c'est 1500 millilitres, d'accord? Et ça se fait sous contrôle de hormones. Donc, c'est des sorties qui sont régulées. Ça, c'est très important. Le rein, il élimine l'eau selon les apports. Par exemple, là, le mois de Ramadan s'approche. Vous allez voir que vous allez éliminer moins d'eau dans les urines. Voilà. Donc, c'est tout à fait normal parce que en fait, dans ce mois-là, on ne prend pas de l'eau au cours de la journée. Donc, elle est régulée par des systèmes hormonaux que sont l'hormone antidiurétique, que sont le facteur atrial natriurétique qui est synthétisé par le cœur, et vous avez le système rénine-angiotensine qu'on va voir par la suite l'année prochaine. Donc ça, en ce qui concerne le rein, retenez qu'il élimine 1500 millilitres d'eau par jour environ, d'accord? Et cette élimination est régulée grâce à des systèmes hormonaux, d'accord? Que sont le système de l'ADH, l'hormone antidiurétique, le système du facteur atrial natriurétique et le système rénine-angiotensine. Après, vous avez la régulation thermique, donc c'est 500 millilitres. Vous avez la respiration, donc si vous voulez faire l'expérience, donc essayez d'expirer sur votre main. Donc vous allez voir que l'air que vous allez expirer, il est humide, il contient de l'eau. Et c'est environ 400 millilitres d'eau par jour. Et vous avez l'intestin, donc on élimine de l'eau dans les fesses, donc dans nos déchets, donc qui est de l'ordre de 100 millilitres. D'accord? Et si vous voulez calculer, donc, vous allez 1500, plus 500, plus 400, plus 100. Ça vous fait aussi 2 litres et demi. Donc, dans les conditions physiologiques, il faut noter que les apports sont égaux aux sorties. D'accord? L'apport plus la production moins les sorties est égal à 0. Donc, on calcule 1500 plus 700 plus 300 moins 1500 plus 500 plus 400 plus 100. Ça vous fait 1, 0. Donc, là, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie hydrique. C'est l'équilibre hydrique. Donc, on n'est pas censé augmenter la quantité de l'eau dans notre organisme. Il doit être sous régulation, donc ce qu'on appelle l'homéostasie hydrique. Il faut retenir que l'élimination de l'eau par la peau et la respiration, on les appelle les pertes de l'eau insensibles. Pourquoi? Donc, au fait, vous ne vous rendez pas compte que vous éliminez de l'eau par ces voies. C'est pour cela qu'on les appelle insensibles. Donc, la peau, le poumon, l'intestin éliminent l'eau d'une façon non régulée. Là, je ne vous ai jamais parlé d'une hormone qui va réguler ça. Donc, c'est des pertes qu'on appelle des pertes obligatoires. Les pertes par le rein, ce sont des pertes facultatives plutôt, grâce aux différents systèmes hormonaux. Est-ce que c'est clair jusque-là? Allô? Oui, oui, Très c'est bien. clair. Super. Donc, on passe à la suite. Donc, il faut savoir qu'il y a des particularités, ce qu'on appelle les liquides transcellulaires. C'est quoi les liquides transcellulaires? Ce sont des liquides qui sont considérés comme un liquide extracellulaire, mais qui a une fonction bien définie. Donc, c'est du liquide extracellulaire spécialisé. Son volume est d'environ 1 à 2 litres. Donc, il comporte les liquides synoviales, donc qui produits par les bourses synoviales. Vous avez le liquide péritonial qui permet donc aux intestins de glisser contre la paroi abdominale.
Le liquide péricardique qui permet donc le glissage du cœur plutôt au niveau du sac péricardique. Les liquides contenus dans les globes oculaires, ça permet donc à la cornée d'être hydratée pour qu'elle ne superfore pas. Et vous avez le liquide cérébrospinal qui est situé au niveau du cerveau et qui va servir pour les échanges entre le neurone et le milieu vasculaire. Donc, vous avez plusieurs types de liquides qui sont spécialisés et qui appartiennent au liquide extracellulaire. Donc, retenez liquide synovial, péritonéal, péricardique, globe oculaire et le liquide cérébrospinal. Donc, le bilan hydrique, toujours. Donc, vous avez de l'alimentation qui apporte de l'eau, 10 boissons qui vont apporter de l'eau. Il y a des pertes insensibles par la peau, le poumon, une perte régulée par l'urine et une perte par les selles qui est toujours aussi obligatoire. Donc, les apports plus la production moins les sorties est égal à 0. Voilà, donc ce qu'on appelle ce qu'on appelle l'homéostasie hydrique. Donc voilà, vous voyez, toujours ça, c'est important de retenir. L'H2O plus de l'ATP et d'autres déchets qui vont être éliminés essentiellement par le rein. Voilà. Donc, est-ce que c'est clair jusque-là? Oui. Très bien. Super. Donc, il faut savoir que, donc, par exemple, on va essayer de prendre du glucose. On prend du glucose par voie orale. Ce glucose, il va être absorbé par le sang au niveau de l'intestin. Il passe à l'intérieur du sang. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Le glucose, il va être transféré dans le milieu extracellulaire. Puis, il passe dans le milieu intracellulaire par simple diffusion, et ça, vous le savez. Par la suite, ce glucose, il va être brûlé à l'intérieur de la cellule pour produire bien sûr en présence de l'oxygène, pour produire de l'énergie et des déchets. Les déchets, ils doivent sortir dans le milieu extracellulaire et le vaisseau, donc, il va les récupérer grâce à différents mécanismes de diffusion. Donc, quand le déchet est récupéré, il va être éliminé par des organes spécialisés. Par exemple, le poumon, il va vous éliminer le CO2, le rein, il va vous éliminer les acides. Donc, chaque organe est spécialisé dans une fonction bien particulière. Donc, on a dit que ce liquide, donc il y a du liquide à l'intérieur de la cellule qu'on appelle le liquide intracellulaire. Il y a du liquide à l'extérieur de la cellule qu'on appelle le liquide extracellulaire. D'accord? Donc, vous avez le liquide extracellulaire, on a dit qu'il est divisé en liquide intravasculaire, c'est le plasma, et vous avez le liquide interstitiel. Et dans le liquide interstitiel, vous avez des liquides un peu particuliers, spécialisés, comme la synoviale, etc. Donc ça, en ce qui concerne la répartition de l'eau dans l'organisme. On a dit que le liquide intracellulaire, c'est 2 fois le liquide extracellulaire. Donc, qu'est-ce qu'il y a au niveau du liquide extracellulaire? Donc, au niveau du liquide extracellulaire, il faut retenir qu'on va retrouver une quantité importante en sodium. On va retrouver une quantité importante en chlore. Et vous avez aussi l'ion bicarbonate qui se retrouve d'une façon majoritaire au niveau extracellulaire. Il faut retenir que les bicarbonates, ils vont représenter le principal tympan extracellulaire. Qu'est-ce que c'est qu'un tympan? Le HCO3-, il peut fixer de l'H+. Donc, si on fait HCO3- plus H+, ça va produire de l'eau. D'accord? Ça va produire de l'eau plus de CO2. Donc, ça, ce qu'on appelle un tampon. Pourquoi? Au fait, il existe les ions bicarbonate HCO3-. C'est pour neutraliser les ions H+, qui sont toxiques pour le fonctionnement cellulaire. Voilà. Voilà. Donc, après, vous avez les ions au niveau intracellulaire. Vous avez essentiellement du potassium, vous avez du magnésium et un ion phosphate. Donc, il faut savoir que les phosphates, c'est l'équivalent des bicarbonates. Donc, les phosphates, HPO4-. Donc, ce sont des molécules qui peuvent neutraliser des protons H+. Alors, on appelle les phosphates le principal tampon intracellulaire. Donc, entre le liquide extracellulaire, il va apporter de l'oxygène et du nutriment pour le liquide intracellulaire. Le liquide intracellulaire, il va lui rendre du CO2, des déchets
pour qu'il puisse être éliminé par les différents organes. Maintenant, c'est quoi au fait le milieu intracellulaire? Ça, c'est très important. Plutôt le milieu intérieur. Le milieu intérieur, c'est quoi? Donc, c'est le liquide où baignent les cellules. Toutes les cellules, ils baignent dans le même environnement. Donc, vous voyez ici, par exemple, cette cellule, il baigne dans un liquide qu'on appelle le liquide extracellulaire. Il a appelé, Monsieur Bernard, il a appelé le milieu intérieur. Faites attention. Donc, le milieu intérieur, c'est le liquide extracellulaire. Le liquide intracellulaire, c'est un liquide propre à la cellule. La cellule, il baigne dans un liquide intracellulaire. Voilà. Donc, ce compartiment intérieur, il doit s'adapter à l'environnement qui est le système où nous sommes des êtres vivants. D'accord? Donc, on doit s'adapter au milieu extérieur. Le milieu extérieur, c'est, si vous voulez, c'est la nature. Donc, attention, le milieu intérieur, c'est le liquide extracellulaire. Donc, le milieu intérieur est composé, le milieu intérieur, c'est synonyme du liquide extracellulaire, et donc, est composé du liquide intravasculaire et le liquide interstitiel. Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui. Oui. Très bien. Très bien. Donc, après, par la suite, ce liquide extracellulaire, donc, il contient de l'oxygène, contient des nutriments, ces différents éléments, il doit être constante. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Homéo, c'est par rapport au sang. Stasie, c'est équilibre. Donc, c'est l'équilibre du sang. Le sang, il doit contenir une proportion en oxygène qui est tout le temps constante, qui est constante en nutriments, en ions, en déchets cellulaires. D'accord? Et c'est grâce aux échanges entre le milieu intérieur, qui est le liquide extracellulaire, et l'environnement, par le biais des organes spécialisés, qu'on a cette homéostase. Donc, par exemple, si vous avez un rein qui est défaillant, donc vous allez avoir une perturbation dans la concentration en ions, une perturbation en concentration des déchets, parce que le rein, il élimine les déchets, ce qui va rendre le milieu intracellulaire toxique et il va devenir impropre par rapport à la survie cellulaire. Donc, vous voyez, donc, on maintient des concentrations constantes dans le liquide extracellulaire. C'est ce qu'on appelle l'homéostase, qui est indispensable au fonctionnement cellulaire. Voilà, c'est important. Si vous n'avez pas du glucose, si vous n'avez pas de l'oxygène, si votre système respiratoire est défaillant, il n'apporte pas de l'oxygène, vous allez finir par mourir. D'accord? Donc, c'est indispensable au fonctionnement cellulaire. Donc, voilà, donc l'homéostasie, c'est important, elle résulte de l'interaction harmonieuse et spécialisée des différents organes de notre organisme, de tous les organes de notre organisme. Est-ce que c'est clair jusque-là aussi? Oui. Très bien. Oui. Très bien. Donc là, j'ai essayé de vous schématiser les différents systèmes, ce qu'on appelle les systèmes de nutrition. Et ça, on va le voir ensemble l'année prochaine. Donc, vous avez le système digestif qui va apporter des aliments. Les aliments, ils vont subir une dégradation au niveau de l'estomac, plutôt d'abord au niveau de la bouche, puis au niveau de l'estomac et au niveau de l'intestin. Au niveau de l'intestin grêle, on aura ce qu'on appelle la réabsorption. Donc, la réabsorption consiste au passage des nutriments du milieu extérieur, c'est ça le milieu extérieur, vers le milieu intérieur, qui est le liquide plutôt extracellulaire. Donc, ça passe dans le liquide interstitiel, puis dans le sang, et le sang va le transporter aux différents organes. Donc, vous voyez ici, ça, c'est le système digestif. Il apporte les nutriments, il va les donner, donc ils vont passer dans le sang, et le cœur, grâce à sa fonction pompe, il va pomper le sang pour qu'il puisse arriver aux différents organes. Et c'est un circuit qui est fermé. Vous voyez que dans les conditions physiologiques, le système vasculaire constitue un circuit fermé qui est composé du cœur, qui est la pompe, et des vaisseaux sanguins. Voilà.
Après, vous avez le système respiratoire. Le système respiratoire, il va apporter de l'oxygène. L'oxygène, il arrive au niveau de la barrière alvéolo-capillaire, au niveau d'une zone d'échange. Ça passe vers le milieu interstitiel, puis dans le milieu intravasculaire. Donc, puis le sang, par le biais du cœur, il va circuler et l'oxygène, comme ça, il va arriver aux différentes cellules. Donc, vous voyez, donc là, vous avez le système digestif, le système respiratoire. Respiratoire, il apporte de l'oxygène. Il apporte, pour le digestif, il apporte des aliments. Ces aliments et oxygène, ils vont être pompés grâce au cœur dans le système, ce circuit vasculaire. Il arrive au niveau de la cellule, il y aura des échanges. Donc, il y aura le passage de l'oxygène dans la cellule, le nutriment dans la cellule. Quand ça passe au niveau de la cellule, qu'est-ce qui va se passer? Production de l'énergie, des déchets. Donc, les déchets sont le CO2. Le CO2, il va être éliminé par voie respiratoire. Maintenant, en fait, le CO2, il passe de la cellule dans le milieu interstitiel, puis du milieu interstitiel dans le milieu intravasculaire. Grâce à la circulation sanguine et la fonction pompe du cœur, ce CO2, il va être ramené au niveau de la barrière alvéolo-capillaire. Quand il arrive ici, il traverse par simple diffusion et ça passe dans le milieu extérieur, d'accord? Il passe dans le milieu extérieur ou dans ce qu'on appelle l'environnement. Voilà. Après, aussi, cette cellule, il va produire de l'acide l'acide urique, par exemple. Ça va produire des protons H+. Les protons H+, ce sont des acides qui ne sont pas volatiles. Ce n'est pas comme le CO2, il peut être éliminé par l'appareil respiratoire. Donc, il va être éliminé par l'appareil urinaire. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on appelle l'élimination des déchets dans les urines. Alors, si je vous pose la question à l'examen, quels sont les différents systèmes de nutrition de notre organisme? Qu'est-ce que vous allez me citer comme système ou appareil? Je vous écoute. Quels sont les différents systèmes de nutrition de notre organisme? Le système respiratoire et le système digestif. Donc, l'appareil respiratoire, Digestif, respiratoire et urinaire. digestif, respiratoire et urinaire. Qui dit mieux? Métabolique. Absolument pas. Métabolique, c'est les cellules, toutes les cellules fonctionnent comme ça. Donc, il n'y a pas d'appareil métabolique. Qui dit mieux? Quand on dit appareil, système, c'est la même chose. C'est pratiquement la même chose. Au fait, nous, physiologistes, on ne fait pas trop la différence. Quoique, en anatomie, il y a une petite différence. Au fait, l'appareil, il est composé de même structure et que le système est composé de différents types cellulaires. Donc, ce n'est pas vraiment très important tout ça. Alors, quels sont les différents appareils ou systèmes qui constituent la fonction, qui vont contribuer à la fonction de nutrition? Ça, c'est très important. Donc, vous avez l'appareil digestif. C'est tout le système circulatoire. Très bien. Au fait, oui, tout le système circulatoire. Le système circulatoire, c'est le cœur et les vaisseaux. Alors ça, c'est le système circulatoire. C'est juste ça, le cœur et les vaisseaux. Le digestif, À la le fonction de... respiratoire, le système Très bien. circulatoire. Alors, vous avez le système circulatoire, vous avez le système digestif ou l'appareil digestif, l'appareil circulatoire, l'appareil pulmonaire ou l'appareil respiratoire, et vous avez l'appareil urinaire. Les 4 systèmes qui vont fonctionner d'une façon harmonieuse pour assurer la nutrition. Au fait, si le système urinaire est défaillant, vous n'allez pas y avoir tous ces échanges. C'est impossible. Et la cellule, il va mourir, d'accord? Parce qu'il va souffrir par au fait, l'accumulation des déchets en son sein. Il va donc subir des phénomènes d'apoptose, de nécrose, etc. Donc, c'est très important de retenir que la fonction d'une nutrition est assurée par la collaboration de 4 grands systèmes, que sont le système circulatoire, système digestif, système respiratoire et le système urinaire. Donc, quels sont les différents acteurs de l'homéostasie? Donc ça, c'est toujours de... comment ça s'appelle? On va parler, au fait, on va se répéter. Donc, vous avez par exemple le système pulmonaire, le système respiratoire. Ça permet l'apport de l'oxygène et l'élimination du CO2. Le cœur et le vaisseau, ça permet donc de propulser le sang sur de longues distances pour véhiculer le sang, plutôt véhiculer l'oxygène et les nutriments vers les tissus et en enlever les déchets et le CO2.
Pour le système digestif, ça permet la digestion des aliments qui sont complexes en nutriments. Les nutriments, ils vont être absorbés et propulsés par le système cardiovasculaire. Vous avez le foie. Le foie, ça permet, au fait, le foie, c'est une usine. Tout ce qui est en excès, il va il va le stocker. Donc, ça joue un rôle de stockage. Et ça permet donc de stocker de glycogène, ça stocke des lipides. Voilà. Et en cas, par exemple, de jeûne, ces nutriments en excès, ils vont être libérés pour être utilisés. Vous avez le système urinaire qui est très important. Ça permet l'épuration du sang, ça permet de nettoyer le sang des déchets qui ne sont pas volatiles, ça permet la régulation des concentrations en ions, à savoir surtout le potassium et le sodium. C'est lui qui va permettre la régulation de la natrémie. Natrémie, c'est la concentration du sodium dans le sang. La calémie, c'est la concentration du sodium aussi, du potassium dans le sang. Donc, c'est grâce à ce système urinaire qu'on a tout ça. Et vous avez la régulation du liquide. Qu'est-ce qu'on a dit par rapport à l'élimination de l'eau? Seul le rein peut réguler l'élimination de l'eau au niveau de notre organisme. Voilà. Donc, ça permet donc de réabsorber le glucose. En fait, il faut savoir que l'urine, il ne contient jamais du glucose. C'est grâce au rein qu'il va réabsorber du glucose. Quand le glucose commence à apparaître dans les urines, attention, cette personne est peut-être diabétique. Pourquoi je dis peut-être? Parce qu'au fait, la présence du glucose chez la femme enceinte peut être physiologique. Les acides aminés, les ions et de l'eau. Et ça permet aussi l'élimination urinaire de l'eau, qui est un phénomène régulé. Il faut savoir que tout ce que fait le cœur, tout ce que fait le système respiratoire, le système digestif, le système urinaire, est sous le contrôle du système nerveux autonome que vous allez voir ensemble avec Madame Issaoudi. Donc, vous allez voir le système nerveux autonome qui va jouer un rôle de régulation. Et vous avez aussi le système hormonal composé de nombreuses hormones. Et ça permettra donc de réguler les différents phénomènes de l'homéostase. Donc là, on l'a vu ensemble, c'est la répartition de l'eau en fonction de l'âge. Donc ça, c'est le fœtus. Le nourrisson, c'est 80%. L'homme, c'est 60%. La femme, c'est 50%. Et le vieillard, c'est 50%. Voilà. Donc, est-ce que c'est clair pour cette partie? Oui. Oui. Très bien. Donc, Oui. il nous restera une autre partie à étudier ensemble. Excusez-moi pour le retard que j'ai fait pour vous envoyer le cours de système, plutôt de la physiologie de la synapse. Je vais essayer de le finaliser le plus tôt possible et vous l'envoyer. Donc aujourd'hui même, alors tout de suite, je vais vous envoyer cette diapo et vous envoyer avec la diapo du cours passé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par mail. D'accord ? Et à la fin de notre enseignement, on pourra faire quelques petites visioconférences, si vous voulez, pour traiter des QCM et attirer votre attention à certains pièges que je pourrais faire. D'accord? Oui, bien sûr. Oui, Essayez de d'accord. travailler. Je vous souhaite un bon courage et au plaisir de vous revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci. Merci.